Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à participer à ces rencontres. Donc, comme on vous l'a dit, donc, je suis le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés. J'ai été nommé le 24 janvier dernier, donc c'est une nouvelle responsabilité que le président de la République et le gouvernement m'ont confiée. Je vais vous expliquer un petit peu, puisque c'est marqué les enjeux généraux, donc je vais me permettre de vous donner quelques éléments de réflexion et avec un focus santé. Vous dire aussi que je suis un ancien ou toujours un scientifique de formation, puisque j'ai un DEA de génétique moléculaire et dans ce parcours d'université, j'ai fait de la virologie, de l'immunologie, donc voilà, donc ça m'a amené aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, sur la question des frontières, à évoquer ce que pour moi, on peut aussi réfléchir sur la perméabilité des frontières, et dans la cellule, c'est le cas, c'est pas des murs infranchissables. Donc le sujet de ce matin, il est particulièrement aigu, à la fois d'un point de vue pratique, d'un point de vue politique. Et en fait, il ne devrait pas l'être. Si on reprend encore une fois l'approche scientifique, la question de l'accueil, de l'intégration, devrait plutôt s'approcher d'une manière symbiotique que d'une manière parasitaire ou virale. Et donc le fait qu'on n'aborde pas ces questions avec la raison, mais avec l'émotion, et donc avec de l'adrénaline et toute autre substance qui nous amène à perdre notre raison, fait que ce sujet est très difficile à exprimer et à discuter. Vous le voyez quand vous faites des discussions en famille ou avec des amis, tout le monde a une idée sur le sujet. Bon. Et c'est la raison pour laquelle je vais essayer de vous présenter les éléments de structure de ce débat. D'abord, ce n'est pas une crise migratoire, contrairement à ce qu'on nous raconte à longueur de journée. C'est une transition durable que ces questions de migration. Elles ont toujours existé. Je vous rappelle, puisque je suis devant des scientifiques, que nous ne serions pas là si, il y a 2 millions d'années, les premiers primates d'Afrique qui deviendront Homo sapiens n'ont pas d'ailleurs utilisé la route actuelle des Balkans pour venir sur le continent, sur la partie européenne. La France ne s'appellerait pas la France si un barbare venu du Nord, dénommé Clovis, n'avait pas envahi cette partie de la Gaule et devenir encore une fois la France. Donc c'est tout sauf une crise, c'est tout sauf nouveau. En revanche, il y a des éléments qui sont de nature à changer la donne de ces enjeux migratoires. Entre ma naissance et aujourd'hui, la population mondiale a été multipliée par 3,5. Il est vraisemblable qu'à la fin, en 2050, donc, on devrait tangenter les 10 milliards et 15 milliards ou plus à la fin du XXIe siècle. Donc ça ne peut pas être sans conséquence sur, encore une fois, un élément structurel de notre humanité, c'est-à-dire l'envie de bouger. Pour des raisons, encore une fois, parce qu'on a envie, parce qu'on est obligé, mais c'est fondamentalement une préoccupation ou quelque chose qui est intrinsèque à l'humanité. Donc cette dimension de population, elle est aussi à mettre en perspective avec l'urbanité. En 2050, 80% de l'humanité vivra en ville, dans plus de 30 mégapoles de plus de 20 millions d'habitants. Et dans ces mégapoles, je vous renvoie à un petit ouvrage de Julien Damon. On peut simuler, faire des perspectives que 30% des gens qui vivront dans ces mégapoles vivront dans des bidonvilles périphériques aux mégapoles. Donc on est face à des enjeux majeurs pour lesquels je n'ai pas de réponse à vous apporter aujourd'hui, bien entendu. Si on prend des éléments plus récents, depuis 2000, en fonction des comptages, il y a au moins 150 millions d'êtres humains qui ont migré sur cette planète. L'Organisation des Nations Unies en attend près d'1 milliard au XXIe siècle.
prenons 150 millions, ramenés à 100 personnes, donc depuis 2000. Il faut que vous ayez en tête que 98 personnes sur 100 ont fait des migrations sud-sud ou ont migré à l'intérieur de blocs en voie de développement. Fragile. Et que nous, pays développés, nous avons accueilli 2 personnes sur 100. J'essaye de remettre dans la raison dans le sujet, hein, parce qu'encore une fois, par rapport aux mots de submersion, d'invasion, il faut remettre les chiffres en perspective. Donc, nous n'avons finalement été confrontés qu'à peu de migrants aujourd'hui. Alors, évidemment, la crise dite de 2015 apporte un éclairage nouveau sur la situation de l'Europe. Avant de parler de la situation de l'Europe, je voudrais vous remettre la question du droit international et du droit national. Parce que ces questions de migration ne peuvent pas être décontextualisées de l'aspect juridique et des normes de droit qui s'appliquent. Il y a donc un ensemble de normes qui ont été développées après le deuxième conflit mondial, au moment où les nations développées se sont entredéchirées et utilisé des procédés, encore une fois, d'extermination qui ont choqué et interpellé notre humanité. Et donc, après 1945, on a vécu, on va dire, une quarantaine d'années pendant lesquelles l'humanité a très fortement renforcé la protection des droits humains, la reconnaissance des droits humains, et cela a amené, bien évidemment, la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1949, auquel la France a contribué avec notamment René Cassin, qui était un des grands juristes français de l'après-deuxième guerre mondiale, et puis tout un tas de textes sur la protection des enfants. Et puis, bien sûr, la Convention dite à Genève, en 1951, qui fonde le droit à la protection. Ce droit à la protection, il remonte depuis l'Antiquité, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, mais il est quand même très aussi là, contextualisé par rapport à 1951. En 1951, il y avait 50 États à l'Organisation des Nations Unies. La France et les grandes puissances européennes étaient encore des empires coloniaux. La question de la protection de la vulnérabilité et du statut de protégé international n'était donc pas était dans un contexte politique déterminé, avec également la montée et l'inquiétude du bloc dit de l'Est, et encore une fois de la politique de l'URSS. Donc tout ça est très contextualisé, et aujourd'hui, la situation est telle que, vraisemblablement, compte tenu de ce que je qualifie souvent de régression, puisque nous sommes dans une période sur les droits humains qui est une période de régression, il est à peu près certain que la Convention de Genève ne serait plus adoptée par les Nations Unies. Aujourd'hui, va se clore dans quelques jours une séquence à l'ONU sur le pacte mondial des migrations. Ce pacte mondial des migrations ne sera pas prescriptif. Les États-Unis se sont retirés dès le début de la négociation après l'arrivée de Donald Trump. Mais l'avancée qu'il y aura dans ce pacte mondial des migrations qui pose un certain nombre de constats et de diagnostics pour le XXIe siècle, c'est notamment la reconnaissance de la protection à apporter aux migrations climatiques. Donc il y a quelques enjeux que je pense qui sont partagés par bon nombre de pays, mais qui restent encore, qui ne seront pas formalisés juridiquement. Donc aujourd'hui, le droit dur, c'est la Déclaration universelle des droits et la protection, statut de protection internationale que prévoit la Convention de Genève de 1951. Ça, c'est le droit international. Le droit, ensuite, national. En théorie politique, la nation, la souveraineté, s'exerce sur un territoire, avec un peuple et un mode de gouvernement. C'est ce qui définit l'État. Nous assistons depuis le début des années 2000
à un retour manifeste des nationalismes et des souverainetés. Des souverainetés dures. Donc nous avons 3 blocs de souveraineté qui sont particulièrement durs. C'est les États-Unis, la Russie et la Chine. Le continent européen, dans sa structuration de l'Union européenne, on pourrait qualifier de souveraineté molle, n'a aucune, de fait, souveraineté, ne peut pas être caractérisée comme un État. Donc la liberté de circulation à l'intérieur de cet ensemble a été définie par la directive 2004-38 qui pose le principe, en 2004, donc, de la liberté de circulation à l'intérieur de cet espace qu'est l'Union européenne. Avec un sous-ensemble dit Schengen qui organise aussi des modalités particulières de liberté de circulation à l'intérieur d'un nombre de pays limité qui ont signé cet accord à Schengen. Aujourd'hui, tout est sur la table. Aujourd'hui, si vous regardez Le Monde, si vous lisez Le Monde daté d'hier soir, daté de ce jour publié hier soir, ça s'appelle « Les réfugiés, l'impasse ». L'Europe est au bord du précipice sur cette question. Et là encore, au lieu de l'aborder par la raison, nous l'abordons par les peurs, des expressions de plus en plus délirantes, comme celle du nouveau ministre de l'Intérieur italien, donc, qui dit qu'il va expulser 500 000 sans-papiers, ou celle d'un responsable politique de la droite qui ne serait pas nationaliste française, mais qui prévoit simplement aussi de renvoyer les bateaux de l'autre côté de la Méditerranée. Donc l'expression publique est particulièrement à la dérive, et ce sujet donc nous interpelle tous sur l'enjeu démocratique que ça représente. Donc ces migrations, ce matin, on aurait pu imaginer dans un monde idéal, quand je vous parlais de symbiose, réfléchir ensemble, collectivement, à la dimension santé, dans un monde raisonnable, de l'apport des questions particulières que pose une population migrante dans un pays d'accueil. Aujourd'hui, la question, c'est comment faire en sorte que les gens ne viennent pas. Donc, et je vous rappelle encore une fois que nous n'avons que peu de personnes qui viennent. Et que par ailleurs, nous avons, entre guillemets, acheté une certaine tranquillité en payant 4 milliards plus 3 milliards l'année dernière à un pays particulièrement démocratique qui s'appelle la Turquie, et auquel donc, nous avons demandé de bloquer la route des Balkans. Donc nous sommes dans une impasse, dans une véritable impasse, entre des principes juridiques, des principes philosophiques, la liberté de circulation. Je rappelle aussi souvent que quand quelqu'un de pays développé veut aller vivre ailleurs, c'est un expatrié. Quand c'est quelqu'un qui ne vient pas d'un pays développé mais qui veut venir chez nous, c'est un migrant. Donc on a tout un tas de représentations mentales sur ces questions de migration. Et donc le retour des souverainetés, de mon point de vue historique, c'est une nouvelle période. C'est la fin c'est vraisemblablement la fin des États avant l'âge, à mon avis, qui sera prépondérant, enfin la marque de fabrique du XXIe siècle, qui sera l'âge des villes. Quand vous voyez aux États-Unis la structuration de villes dites refuges, quand vous voyez l'État californien qui a pris qui est quand même la 5e puissance économique de la planète, devant la France et devant l'Angleterre. Quand vous voyez donc que des États comme la Californie prennent le contre-pied des politiques nationales aux États-Unis et des politiques européennes, je pense que l'avenir, c'est encore une fois, comme je vous disais que l'humanité allait vivre en ville, c'est plutôt l'alliance des villes, dans des villes accueillantes et hospitalières, avec non pas une idéalisation de ces questions de frontières, ou de ces questions de migration, mais encore une fois, une approche intelligente de faire avec, et de faire avec intelligemment. Donc, ce retour des souverainetés amène un double protectionnisme que nous vivons aujourd'hui, un protectionnisme de frontières qui vise à les fermer totalement,
Donc, vous avez eu sur la planète la construction physique de plus de 20 000 km de murs au cours des dernières années, soit à peu près le doublement des murs existants. Je vous renvoie au dernier mur fantasmé de Donald Trump au Mexique. Les murs, y compris la Grande Muraille de Chine, qui n'a d'ailleurs jamais été totalement achevée, n'ont jamais empêché quelqu'un de passer. Nous sommes bien placés pour le savoir, puisque nous sommes les spécialistes des murs. La ligne Maginot, infranchissable. Le mur de l'Atlantique, infranchissable. Donc là aussi, soyons un peu plus intelligents que de construire uniquement des murs et pas d'organiser une perméabilité. La frontière en elle-même, moi, ne me gêne pas, ne m'a jamais gêné et est en quelque sorte aussi une frontière protège. Une frontière cellulaire, c'est un élément d'échange intercellulaire quand on est dans des organismes pluricellulaires, et c'est un élément fondamental de la vie. S'il n'y avait pas l'échange potassium-calcium, sodium, nous ne serions pas là. Donc il faut que nous ayons en tête qu'encore une fois, la frontière, c'est une frontière qui doit être, encore une fois, dans laquelle il y a des échanges. Bon, mais dire dans un monde no border, de mon point de vue, est aussi une impasse et n'a aucun sens. Voilà, j'ouvre un débat, après, chacun peut bien entendu, et c'est ce qui manque sans doute le plus dans notre pays, c'est provoquer du dissensus et échanger des idées et pas de s'échanger des trucs à la figure. C'est un peu quand même ce qui se passe. Donc le protectionniste, il revient aussi au niveau économique. Parce que après la fin des années 70, on rentre dans cette fameuse globalisation des échanges, des capitaux. Et là, aujourd'hui, on est en train de détricoter tout ça. Donc on détricote la liberté de circulation, on détricote la liberté économique. Et donc, il faut réagir. On ne peut pas laisser 70 ans de construction difficile, pas totalement aboutie, loin de là, et laisser faire cette régression qui est en train de vraisemblablement, potentiellement, nous amener sur des violences. Sur la question qui nous réunit ce matin, sur la dimension donc, santé des populations migrantes. On a eu hier un comité interministériel à l'intégration, donc Agnès Buzyn s'est exprimée sur le sujet, et nous avons un certain nombre de pistes d'amélioration que j'ai proposées, que le ministère de la Santé a proposées, parce que dans mes premières visites de terrain, j'ai rencontré donc à la fois des personnes migrantes, réfugiés, mais aussi des professionnels de santé. Il est clair que nous avons un problème de santé mentale, mais que nous retrouvons aussi d'une manière générique dans les populations les plus fragiles, les sans-abri notamment. Donc simplement ces questions de santé mentale, elles sont encore plus compliquées que dans le droit commun de la rue, par à la fois les parcours de migration qui amènent des pathologies de type de post-trauma, et bien entendu aussi qui nécessitent d'aménager des temps de répit, de manière à ce que si on veut que la personne construise un projet de vie, il faut tenir compte de la dimension traumatique des parcours migratoires. Et bien entendu, un élément très pratico-pratique, c'est comment communiquer avec une personne qui ne parle pas votre langue. C'est déjà difficile pour la santé somatique, ce l'est encore plus pour les questions de santé mentale. Donc, ayant rencontré longuement le centre Primo Levi à Paris, j'ai été encore plus convaincu de la nécessité donc, de proposer un renforcement de l'interprétariat dans le champ de la santé mentale, mais pas que. Donc il y aura, je ne peux pas vous donner des montants, mais en gros un doublement des moyens spécifiques consacrés à l'interprétariat par rapport à cette problématique de santé mentale. Et des moyens aussi, à la fois en recherche et en opérationnel, sur la question post-traumatique. Et il y aura aussi un angle
qui sera abordée, c'est la question des parcours des femmes victimes, comme en Libye et dans d'autres territoires, de violences sexuelles particulièrement graves, ainsi que des populations LGBT, et pour lequel donc une attention particulière sera portée en matière d'accompagnement et de réponse. Donc on a aussi à distinguer la manière dont les gens arrivent sur le territoire français. Je voudrais simplement vous faire prendre conscience que les choses ont un peu bougé depuis ces dernières années. Alors j'ai omis de vous dire aussi que sur la partie donc, des personnes à qui la France accorde le statut de protection internationale, c'était 43 000 l'année dernière, sur une population totale de public de 227 000 personnes, et sur cette population, c'est un peu le doublement de la population de reconnaissance de protection internationale par rapport à la décennie 2000. Donc on a un effet de volume important, et on n'était déjà pas bon par rapport à pas grand monde, et là, donc il faut passer dans une approche beaucoup plus systémique. Dans la dernière évacuation du camp parisien dit du millénaire, 10% des personnes qui ont été prises en charge avaient le statut de réfugié. Donc c'est inacceptable. Le camp lui-même est inacceptable, mais le fait que 10% des personnes à qui la France a accordé une protection ne soient pas protégées, qu'on n'ait pas mis le paquet pour les accueillir, est inacceptable. Donc voilà les défis qu'il faut relever. Et donc dans ce cadre-là, on a aussi développé ce qu'on appelle la réinstallation, que la France pratiquait peu par rapport à d'autres pays. La réinstallation, c'est, avec les Nations Unies et le Haut Commissariat aux réfugiés, identifier des familles qui sont dans des camps, dans des situations de très très grande vulnérabilité, et organiser leur arrivée la plus rapide possible dans des pays développés. Donc la France s'est engagée à accueillir 10 000 personnes d'ici octobre 2019, 7 000 provenant de Syrie et actuellement dans des camps au Liban. Par rapport au début de mon intervention, quand je vous parlais de pays, de Liban, donc à plus de 25% de sa population en camp de réfugiés. Donc, on fait une identification des familles. L'OFPRA va sur place et en quelque sorte labellise les familles proposées par le HCR, et nous organisons ensuite l'arrivée de ces personnes en France. Donc on en a déjà pré-identifié près de 5000, et nous en avons déjà accueilli physiquement 1600 depuis la fin de l'année dernière. Donc c'est un de mes éléments, c'est un de mes objectifs fixés par la feuille de route, la lettre de mission que m'a confiée le Premier ministre, c'est de réussir cette politique de réinstallation. Alors la dimension santé, elle est importante dans cette voie de l'acquisition du statut international par rapport aux personnes qui sont présentes sur le territoire et qui ont toute la chaîne, encore une fois, de la demande d'asile sur le territoire. Là, les personnes, dès qu'elles arrivent en France, ont le statut de réfugié. Donc, et je pense que dans les prochaines décennies, cette politique de réinstallation, notamment avec les migrations climatiques, deviendra majoritaire dans l'accueil des migrants dans les pays développés. Donc ces familles, elles sont identifiées, comme je vous le disais, par le Haut Commissariat aux réfugiés, mais tout ça prend un certain temps, c'est-à-dire que l'état de santé des personnes, évidemment, il évolue comme chacun d'entre nous, et aussi, il peut être parfois minimisé par les personnes elles-mêmes de manière à être reconnu prioritaire pour la réinstallation. Et donc il arrive fréquemment que la durée entre le moment où le HCR identifie la famille, l'OFPRA fait la mission, et où on organise le trajet via l'Organisation des Nations Unies et son agence des migrations, qui se passe au moins 6 mois, mais vraisemblablement 1 an, parfois 1 an et demi. Et il arrive régulièrement qu'un des membres de la famille ne puisse pas prendre l'avion, donc la famille ne pourra pas venir parce que l'état de santé d'un des membres de la famille s'est dégradé pendant la période que je viens d'indiquer et qu'on ne peut pas organiser le transport.
Donc quand la famille arrive en France, elle bénéficie immédiatement d'une prise en charge sanitaire. Et là, effectivement, on découvre aussi des choses auxquelles on n'avait pas pensé. C'est qu'on a à peu près 20% de cette population de réinstallation qui a ce qu'on appelle des problématiques PMR, donc des problématiques de handicap, et pour lesquelles les logements qu'on a identifiés ne sont pas adaptés. Et donc on a un défi aussi par rapport à l'adéquation entre les réponses qu'on va proposer et puis la réalité de la situation des ménages. Avec, encore une fois, la prise en charge des maladies chroniques, d'opérations qu'il faut faire dès l'arrivée sur le territoire français. Donc on est dans un process là, quand les familles arrivent, plutôt de l'urgence sanitaire, d'un bilan et puis peut-être parfois d'actes qui sont nécessaires immédiatement. Donc aujourd'hui, l'année prochaine, donc ça va représenter à peu près 25% des personnes à qui la France va accorder le statut de protection internationale, seront des personnes qui seront arrivées par cette voie de réinstallation. C'est pour ça que je vous en parle, parce qu'en termes aussi opérationnels, ça va aussi changer les modalités de prise en charge des réfugiés qui arrivent par cette voie-là, même si, encore une fois, toutes ces personnes ont la même problématique de vulnérabilité et de stress avec les situations qu'elles ont traversées. Donc, pour essayer de remettre de la raison dans tout ça, j'ai proposé au gouvernement la mise en place d'un laboratoire auprès de ma délégation, dont le cahier des charges est en train d'être finalisé et qui sera sur un triangle avec d'une part la recherche, que je ne vais pas porter moi-même, mais là je vais m'appuyer sur toutes les institutions scientifiques et tout particulièrement celle qui est en cours de montage sur le site Condorcet, donc Institut Migration Convergence, que préside François Héran, et qui fera partie du comité de mon laboratoire. Donc il y aura une dimension je soutiendrai aussi 5 doctorants par an. Voilà, nous allons essayer aussi de rayonner avec cet institut, qui est une très très bonne initiative française, au niveau français, au niveau européen et au niveau mondial sur ces questions des enjeux de migration. Et un des 5 thèmes de l'Institut Convergence Migration porte sur la question de la santé. Donc ça sera aussi l'occasion, et Christophe Adam qui est présent fait partie des followers qui font partie des 300 chercheurs qui ont été labellisés par l'Institut Convergence. Donc deuxième partie du triangle, tout ce qui est décideurs publics. Donc les collectivités locales, les administrations, les acteurs publics. Et puis ensuite, la société civile, les associations et les réfugiés eux-mêmes. Parce qu'il me semble vraiment très important, là aussi, d'associer à l'élaboration, à l'évaluation des politiques publiques, les personnes qui en sont, encore une fois, entre guillemets, les bénéficiaires. Donc on va travailler à produire de la donnée. Il y aura une plateforme numérique nationale qui s'appellera Agir, AGIR. Et il y aura des ateliers sous forme de fabrique où on réunira plusieurs fois par an un nombre très limité de personnes, 12 au maximum, qui traiteront d'un sujet pratique particulier. Et l'objectif de cette journée sera de produire des réponses. Et puis il y aura un troisième élément qui s'appelle aujourd'hui le brainstorm et qui aura l'objectif de réunir tous les acteurs une fois par an de manière à se définir un programme de travail et à faire le reporting sur ce qui aura été fait l'année précédente. Donc dans ce cadre-là, on va travailler notamment avec Laurent Chambaud qui est là ce matin et avec l'École nationale de la santé. Enfin, il y a plein d'acteurs qui sont extrêmement partants. Moi, l'idée de ce laboratoire, ma mission, elle a 2 points, et je terminerai par ça, c'est d'améliorer concrètement la vie des gens, la vie des réfugiés, sur l'accès aux droits, sur la reconnaissance des diplômes, sur la validation des acquis d'expérience, sur la reconnaissance du permis de conduire, sur l'ouverture d'un compte bancaire, enfin sur des choses très pratiques qui empêchent très souvent les gens de vivre tout simplement. Et puis le deuxième axe de ma mission, moyen et long terme, c'est de remettre de la raison dans le débat public. Et au travers de ce laboratoire, de tenter de mettre sur la table et sur la place publique
d'objectiver les choses de manière à les rendre moins explosives et plus débattables que simplement sur on est envahi, il faut absolument arrêter zéro migration, etc. Donc voilà, on peut essayer de travailler là-dessus, je ne dis pas que ça sera facile, mais là j'aurai besoin de vous, de l'ensemble des acteurs présents dans cette salle, à la fois en tant que professionnel, mais aussi en tant que citoyen. C'est-à-dire, je pense que l'heure est assez grave, et si en tant que citoyen, je suis haut fonctionnaire, mais je suis aussi citoyen, si nous ne sommes pas engagés pour la défense des valeurs auxquelles notre pays croit depuis la Révolution française, il faut absolument s'investir aussi dans le débat citoyen et ne pas être dans une approche qui est trop souvent les gens qui ne pensent pas comme nous sont bêtes, n'ont pas compris, etc. Je pense qu'il faut dialoguer, il faut écouter les peurs, il faut les entendre et il faut remettre encore une fois de l'objectivation. Rappeler que la France a accueilli entre 1880 et 1930 6 millions de nouveaux entrants sur une population de 30 millions d'habitants. Donc on ne peut pas dire que nous ne sommes pas un pays d'hospitalité et d'accueil, et tous les jours dans les déplacements que je fais, je rencontre une France accueillante, généreuse, à contre-image des clichés qu'on nous rabâche à longueur de journée. Donc à vous, à moi, d'être en capacité de démontrer que cette France généreuse est majoritaire et que nous ne nous laisserons pas imposer des modèles de représentation qui ne correspondent pas à ce que nous croyons. Je vous remercie.